Le projet de loi visant à dissoudre la Knesset a été adopté ce mardi au vote préliminaire, un vote à l'unanimité et qui devrait donc bel et bien conduire à de nouvelles élections au mois de novembre prochain. Octobre ou novembre prochain, en tout cas, les membres de la coalition espèrent que ce projet de loi donc sera soumis à un vote final lundi prochain, dissolvant la 24e Knesset et veillant à ce que le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, soit assermenté en tant que Premier ministre du gouvernement de transition. Pour en parler de cette situation politique un petit peu chaotique, eh bien, notre invité ce matin, il est membre du Likoud, francophone, candidat aux prochaines primaires du Likoud, justement. Fernand Cohen-Tanoudji, bonjour. Boker Tov depuis Ra'anana, depuis Israël. Merci beaucoup d'être avec nous, Fernand, ce matin sur Radio J. On parle donc de cette crise politique en Israël, nouvel échec de la coalition. Et on a vu donc ce sondage de la 12e chaîne israélienne. Près de la moitié des sondés israéliens souhaitent que Benjamin Netanyahou revienne en tant que Premier ministre. Et pourtant, d'un autre côté, eh bien, deux des sondages révèlent que la plupart des répondants préfèrent aller aux élections plutôt que de voir un gouvernement alternatif formé par Netanyahou à la Knesset actuelle. Alors comment expliquer ces positions, à la fois la popularité de Benjamin Netanyahou et en même temps cette volonté de changement? J'ai rencontré Netanyahou il y a environ 3-4 jours avant cette décision de Bennett de dissoudre le Parlement. Je l'avais trouvé très serein et je l'avais trouvé bien vivant, bien confiant et surtout, il n'était pas non plus en tôle. Donc, on le voit revenir de façon fulgurante dans les sondages et il est évident qu'aujourd'hui, il est et demeure le leader absolu de tous les hommes politiques en fait en Israël. Maintenant, la deuxième partie de votre question est à savoir est-ce que aujourd'hui les gens du Likoud ou les citoyens d'État d'Israël veulent avoir des élections? La réponse est oui. Tout le monde a compris que l'amalgame Bennett, Lapid, les partis arabes et les gens de gauche n'ont pas réussi, ont même échoué en grand. Il est temps de redistribuer les cartes. Alors, par ailleurs, certains observateurs disent que la droite israélienne est majoritaire sans Benjamin Netanyahou. Finalement, disent que c'est l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou qui est le problème finalement dans cette situation. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, on a déjà entendu ça aux précédentes élections. On va pas ressortir tous les arguments qui sont anti-Netanyahou. Je crois qu'on va laisser ça au passé et on va regarder le futur. Aujourd'hui, incontestablement, que ça soit tout, à gauche, à droite, tout le monde a compris que le leader absolu israélien est bien Benjamin Netanyahou. Alors, dans la conjoncture actuelle, Benjamin Netanyahou tente de former donc un gouvernement alternatif pour éviter au pays de nouvelles élections malgré tout. Est-ce que vraiment ce projet peut se concrétiser, sachant que l'ancien Premier ministre se heurte aussi à certaines oppositions, notamment celles de Benny Gantz et de Gideon Sa'ar? Je crois que le projet de faire un gouvernement d'union nationale autour de Benjamin Netanyahou avant la fin de la deuxième et de la troisième lecture à la Knesset, ce projet, il faut qu'il aille directement en fait aux oubliettes, à la poubelle. Il faut redistribuer les cartes car aujourd'hui, Benjamin Netanyahou, même à la Knesset aujourd'hui, ne pourra pas obtenir une majorité de 61 sièges. Oui, alors pour l'instant, c'est vrai que l'actuelle opposition gravite toujours autour des 60 députés sans franchir donc cette barre fatidique du Exact. 61e député. Alors justement, comment le Likoud peut-il mobiliser selon vous à présent? Quels sont ses grands défis? Le premier défi du Likoud, c'est de se rendre compte que de ne pas recommencer les erreurs des élections précédentes et surtout d'avoir un discours clair par rapport aux électeurs. Aujourd'hui, les gens de la rue veulent quoi? Veulent avoir un pouvoir d'achat, c'est-à-dire la part d'achat. C'est le premier élément de base de la société israélienne. Deuxième point, ils veulent se sentir en sécurité dans la rue, chose aussi qu'ils ont perdue avec le gouvernement Bennett. Et ils veulent aussi avoir une ouverture vers le monde extérieur et continuer à avoir la paix avec des dirigeants arabes qui nous ouvriront des ouvertures, non pas seulement grâce au gaz, mais aussi grâce aux opportunités commerciales pour développer l'économie israélienne. Alors, vous dites que les Israéliens ont perdu la sécurité dans la rue depuis cette coalition et pourtant on l'apprenait, par exemple dans le sud, à Sderot, apparemment ça a été l'année la plus calme depuis 15 ans.
vous citez une micro-ville à l'intérieur d'Israël. Je pense que vous devriez dire ça aux familles qui ont été malheureusement endeuillées par tous ces attentats et par toutes les émeutes dans les villes mixtes de l'État d'Israël. C'est à eux qu'il faut dire ça. Bah, Sderot est peut-être un épiphénomène. alors, on va parler du bilan justement de cette coalition. Vous parliez d'erreurs justement à ne pas reproduire. Alors, peut-être vous, d'un regard extérieur, avec un œil extérieur, quelles sont les erreurs qu'a pu commettre le gouvernement de Benyamin Netanyahou à ne pas reproduire? D'être tout d'abord plus proche du peuple. Très bien. Et ça, c'est à mon avis la première chose qu'il doit absolument corriger. La deuxième chose, c'est d'avoir une politique de gouvernance qui soit ferme. Le gouvernement Netanyahou, les gouvernements Netanyahou successifs n'ont pas nommé les directeurs suffisants auprès des grandes sociétés, auprès des grandes associations israéliennes, et donc n'a pas pu réaliser les réformes qu'il se devait auprès des grandes institutions israéliennes, notamment la Haute Cour de justice. Et je crois que c'est là où le bât blesse en fait en Israël. La Haute Cour de justice, en se mêlant des affaires du Parlement en fait en permanence, a empêché la gouvernance des partis de droite durant quasiment ces 12 dernières années. Alors, quelle place pourraient avoir également des députés, par exemple de sionisme religieux, comme Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir, hein, au sein d'une potentielle coalition avec Benyamin Netanyahou, parce qu'on dit qu'ils pourraient aussi retirer leur soutien. On imagine que c'est un moyen de pression avant tout, hein. On a tous compris que la démocratie israélienne, c'est avant tout un jeu de coalition, un jeu de pression. L'exemple malheureusement flagrant, ça a été l'exemple de l'amalgame et non pas de la coalition de Bennett, où en fait chaque parti essayait d'avoir soit des milliards de shekels, soit des choses relatives à la cache-route, à la judéité de l'État d'Israël. Et on a bien vu qu'en fait, dans une coalition, et la coalition et l'amalgame de Bennett, ça n'avait pas marché. Maintenant, concernant Ben-Gvir et Smotrich, évidemment, ce sont des gens de droite, ce sont des gens avec lesquels Benjamin Netanyahou devra composer, car il nous faut un gouvernement de droite qui va garder les valeurs juives de l'État d'Israël, ce pourquoi nous sommes tous là aujourd'hui, en tout cas moi en particulier. Alors, vous parlez de valeurs juives de l'État d'Israël. Justement, on parle aussi de la place du parti arabe islamiste de Ra'am, hein, de Mansour Abbas, qui a pris énormément de place, d'ampleur, d'influence ces derniers mois sur la scène politique. Si Benyamin Netanyahou a déclaré en début de semaine qu'il ne siégerait pas avec Mansour Abbas, c'est pourtant lui aussi qui a eu l'idée d'emmener Ra'am dans une coalition déjà au printemps dernier, en 2021. Alors, pourquoi ce changement de discours de Benyamin Netanyahou? Est-ce que c'est pas un petit peu démagogique, populiste? Pas du tout, c'est juste l'expérience. Benjamin Netanyahou avait peut-être et certainement l'intention d'intégrer les partis arabes ou au moins en tout cas Ra'am à une certaine période. La réponse est oui, on l'a tous compris et on l'a tous entendu. Maintenant, l'expérience de cette dernière année de Ra'am au pouvoir, car c'est Ra'am qui a contrôlé le gouvernement Bennett, nous a bien fait comprendre à tous que l'intérêt de Ra'am était uniquement l'intérêt de rançonner le gouvernement israélien et de le ligoter afin qu'il ne réagisse pas ni au niveau de la rue et au niveau de la rue israélienne, ni de donner une réponse à Gaza quand on en avait besoin de le faire. Mais donc ils ne pourront pas siéger au sein du Likoud, enfin à côté du Likoud en tout cas. Pour vous, ils n'ont pas leur place à la Knesset? Pas seulement pour moi, je pense que cette année écoulée le prouve totalement. Il est impossible aujourd'hui d'être avec le parti RAM, qui est un parti islamiste, proche du Hamas, je le répète pour ceux qui l'avaient oublié, aujourd'hui à la Knesset. Mais c'est aussi un défi pour la démocratie, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'Arabes israéliens en Israël également, et ils ont aussi besoin de représentants. Alors comment justement combler ce vide qui existait avant la création du parti islamiste? Être arabe israélien aujourd'hui, c'est pas être extrémiste arabe israélien aujourd'hui. Il faut arrêter de faire aussi cet amalgame qui dit parce qu'on est arabe, on est extrémiste. Il y a des arabes israéliens qui sont au Likoud, il y a des arabes israéliens qui ne sont absolument pas extrémistes, et c'est cela qu'aussi
il va falloir Mmh. intégrer de façon claire à la vie politique israélienne sans tomber dans des excès de rame. Alors, cinquième élection, Fernand, en moins de 4 ans pour Israël et les citoyens israéliens, c'est quand même très dur, hein. On observe, quand même une très forte lassitude Bien sûr. aussi de la part des Israéliens. Vous qui êtes francophone, qui connaissez le système politique français, justement pour faire, la distinction, est-ce que c'est pas aussi peut-être le système politique électoral israélien qui est à remettre en question? Ne devrait-il pas y avoir de débats très forts là-dessus en Israël? Alors, je vais reprendre les dernières élections législatives et présidentielles françaises. On a tous vu que le système français, malheureusement, a aussi ses limites. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'élection du président Macron? Il y a eu la montée de partis extrémistes, d'accord, de Madame Le Pen et évidemment de Monsieur Mélenchon. Et pas Ouais. question aujourd'hui de voir arriver ça en fait en Israël. Donc, il est mieux peut-être de rester avec le système en fait qu'on a aujourd'hui. Maintenant, le deuxième point qui est aussi important, c'est le système des circonscriptions en fait à la française. On a tous vu de façon très très claire que ce système des circonscriptions français est ce qu'on appelle un découpage. C'est entre guillemets la plus grande entre guillemets bien sûr magouille qui puisse exister dans un système démocratique. Le système israélien aujourd'hui est bien plus démocratique que le système français et il peut être stable. Il suffit simplement de monter une coalition autour du premier parti fort en Israël. Alors, le ministre de la Justice, Gideon Sarr, a par ailleurs prévu de soumettre une proposition hier visant à limiter le mandat des premiers ministres à 8 ans lors de la prochaine réunion du cabinet. Donc là, Benjamin Netanyahou n'aurait pas vraiment de chance, hein, de redevenir Premier ministre. Qu'est-ce que vous en pensez? Le peuple est unanime et il sera unanime à chaque élection. Si le peuple veut un président pendant 4 ans, pendant 8 ans, pendant 12 ans, pendant 20 ans, c'est le peuple qui décide. Israël est une vraie démocratie. Vous vous êtes montré, Fernand, très critique sur vos réseaux sociaux et également vous vous montrez critique aujourd'hui ce matin sur Radio J concernant donc cette coalition Bennett-Lapide qui a pourtant fait des choses aussi, hein, notamment en ce qui concerne le rapport avec les Arabes, la livraison de permis de travail pour des milliers d'Arabes sans papier en Judée-Samarie et à Gaza. Certains ministres israéliens et arabes palestiniens ont rencontré aussi leurs homologues pour discuter, par exemple, de sujets essentiels comme l'eau, l'électricité, la modernisation des réseaux de télécommunications dans les territoires arabes palestiniens. Est-ce que c'était quand même pas un signe positif de changement tout ça? On parle uniquement de la suite des accords d'Abraham signés par Benjamin Netanyahou. Il n'y a rien de nouveau entre des négociations entre les responsables de l'autorité palestinienne et Israël. Ces négociations et ces rencontres existent depuis de très nombreuses années. Avec le roi de Jordanie, Israël a accordé au roi de Jordanie encore une quantité d'eau absolument incroyable. La seule chose qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est qu'il a cédé devant du terrorisme d'État de Ram en lui donnant 53 milliards. Et ça, il a financé le terrorisme, pour moi, quasiment israélien. Il a perdu le contrôle des villes en Israël. Et ça, c'est ce qu'on retient aujourd'hui du bilan. Maintenant, le gaz, puisqu'on doit en parler, puisqu'à l'heure actuelle, via l'Égypte, va être vendu du gaz israélien vers l'Europe. Tout cela a été fait par le gouvernement Netanyahou. Le gouvernement Bennett, à son entrée aux manettes, avait même décidé d'arrêter purement et simplement les recherches de gaz complémentaires ou supplémentaires en Méditerranée. Donc pour l'instant, Bennett n'a fait que suivre le chemin du Likoud, de Benjamin Netanyahou et des gouvernements précédents de l'État d'Israël. Alors peut-être une dernière question avant de nous quitter, Fernand. Vous parliez tout à l'heure de valeurs juives, justement, qu'il était essentiel de garder justement sur la scène politique. C'est vrai que les tensions étaient très vives depuis plusieurs semaines, sont très vives depuis plusieurs semaines. Il y a beaucoup de sujets à controverse. Ce projet de loi sur le sort des habitants juifs de Judée et de Samarie, là encore, la coalition Bennett-Lapide n'est pas sur la même position que la coalition que pourrait mener Benjamin Netanyahou, comme vous le souhaitez? Là, vous parlez d'une problématique qui est bien au-dessus de cette loi qu'on renouvelle tous les ans afin de permettre à la police et à la justice d'opérer sur place en fait en Judée-Samarie. J'ai même moi un petit peu d'expérience sur ce sujet, ayant été en Méliouim, c'est-à-dire en période de réserve en qualité de Magav.
en Judée-Samarie. Je peux vous dire de façon très claire, cette loi, elle sera reconduite jusqu'au moment où Israël décidera de façon unanime d'annexer la Judée-Samarie au même titre où elle a annexé le plateau du Golan, où elle a annexé Jérusalem. Et je suis certain qu'elle sera reconduite. Merci beaucoup, Fernand Cohen-Tanoudji. Peut-être un dernier mot, puisque vous êtes candidat aux prochaines primaires du Likoud, vous êtes francophone. Peut-être un dernier mot sur vos projets. Je crois que vous agissez beaucoup, notamment pour les francophones, pour les Français qui vivent en Israël. Alors justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Quels sont les projets que vous comptez mener? Alors, tout d'abord, être sur la place des Olim au sein du Likoud, c'est pas seulement s'occuper des Français ou des francophones qui sont montés en Israël. C'est avant tout de trouver des solutions qui soient pour l'ensemble de la classe politique israélienne, afin d'avoir une société qui est stable, car les problèmes des francophones, on les connaît, je les ai vécus pendant près de 30 ans, et il va falloir les résoudre de la même façon que les problèmes nationaux. Donc, on les connaît tous, les problèmes. Je ne vais pas les répéter en fait à l'antenne une 100e fois. L'essentiel, c'est aujourd'hui de mettre en avant les points essentiels qui sont Eretz Israël, la Torah d'Israël, et de mettre le peuple d'Israël en avant Eh bien, pour gérer l'État d'Israël. eh bien, merci beaucoup, Fernand Cohen-Tanoudji, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On aura l'occasion de se reparler sur cette antenne. Merci, à très bientôt.